Vincent Gollet-Jacques, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir au nom des éditions Philobia ici à Bucarest. Alors, vous êtes sociologue, vous êtes professeur de sociologie à Paris et vous êtes surtout l'auteur de plusieurs ouvrages passionnants sur le sujet, donc des secrets de famille, des trajectoires sociales, du roman familial. Et l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle L'histoire un héritage, roman familial et trajectoire sociale. Alors, tout de suite, j'ai une première question. Pourquoi ce choix et pourquoi ce titre? Alors, l'histoire en héritage, c'est une hypothèse sur laquelle je travaille principalement, qui est que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. D'accord. Donc, c'est une approche un peu dialectique, si on veut, entre ce qu'analyse la sociologie, c'est en quoi les individus sont produits par le contexte socio-historique, les déterminants sociaux, familiaux, économiques, et en même temps, ça met au cœur de la réflexion la question du sujet. L'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire devenir sujet? C'est en fait là, une grande question aussi philosophique, c'est qu'est-ce que je peux faire de ma vie, quel sens je peux lui donner et en quoi comme sujet, peux intervenir sur ce que l'histoire a fait de moi. Quand Jean-Paul Sartre dit l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et ça introduit cette idée du sujet, c'est-à-dire de la liberté, de l'existentialisme, et donc cette idée que je peux faire quelque chose de ce qu'on a fait de moi. Et donc, toute la tragédie humaine, mais c'est aussi la condition humaine, mais c'est aussi peut-être l'espérance humaine, se construit autour de cette idée que je ne suis pas que un simple bouchon ballotté par l'histoire, mais que je peux produire ma propre histoire. Je peux la produire en la racontant, et on reviendra peut-être sur cette méthodologie des récits de vie et sur cet engouement qu'il y a en particulier aujourd'hui pour raconter son histoire, donc devenir l'auteur du roman qu'on va produire sur sa propre histoire, mais aussi d'un point de vue comme Hannah Arendt, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on est aussi acteur, c'est-à-dire qu'on est responsable de ce qu'on est et de ce qu'on fait de soi. Et donc, c'est ce triptyque, si vous voulez, qui m'a intéressé, que j'essaye de développer dans l'histoire en héritage, entre l'individu qui est du côté des déterminations plus psychologiques, mais surtout psychiques et intrapsychiques, c'est-à-dire avec cette dimension de l'inconscient que Freud nous aide à mieux comprendre, la dimension sociale avec Pierre Bourdieu sur le poids des déterminations sociales et des contextes socio-historiques, et cette idée au centre de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que le sujet peut faire de son histoire. D'accord. Et donc de l'héritage, parce que l'héritage, ce n'est pas au moment où on hérite de la mort des parents, l'héritage, c'est au moment où on meurt. Bien sûr, absolument. Donc, vous proposez une analyse de l'histoire familiale donc sous l'angle des positions sociales donc, qu'occupent les membres de notre famille. Alors, selon qu'elles appartiennent à la classe ouvrière, à la bourgeoisie, enfin à la classe moyenne, voire à la classe dirigeante. Alors, pour nos lecteurs, on peut peut-être déjà faire une définition succincte de ces différentes classes sociales. Bon, avant, en gros, il y avait le prolétariat, paysans et ouvriers. Oui. Il y avait les classes moyennes, la petite bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie. Et Mhm. puis, il y avait les dominants, qui étaient la grande bourgeoisie d'affaires, la grande bourgeoisie industrielle et Mhm. l'aristocratie. Oui. N'oublions pas l'aristocratie, en particulier dans les peuples européens. C'est moins évident dans les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud. Mais en Europe, l'aristocratie a joué un rôle pendant des siècles et des siècles. C'était eux qui étaient les dominants. C'est eux qui avaient la responsabilité de gérer la société, comme on dit aujourd'hui. Alors, pourquoi votre question est importante sur le poids des classes sociales encore aujourd'hui? Robert Castel, un autre sociologue français, l'avait bien analysé. Il disait, pour exister comme un individu dans notre société, il faut quand même avoir des supports. Et donc, si vous avez des parents qui sont cultivés, c'est plus facile de faire des diplômes et des études. Si vous avez des parents
qui ont de l'argent, c'est plus facile de bien démarrer dans la vie si vous donnez un appartement ou autre par rapport à ceux qui n'ont pas les supports pour pouvoir exister. Alors, il disait aussi, les supports, c'est aussi le fait de la nationalité, d'avoir des papiers, d'avoir tout ce qu'il faut pour exister socialement. Et si j'ajoute, il disait aussi, avec Bourdieu, que en fonction des aspirations familiales, du projet parental, le projet parental, qu'est-ce que mes parents veulent que je devienne? Si vos parents sont ingénieurs, médecins ou avocats, ben, ils vous diront il faut devenir ingénieur, médecin ou avocat. Si vos parents sont paysans ou ouvriers, ils vous diront oh bah si tu as le certificat d'études déjà ça serait bien quoi. C'est-à-dire que les aspirations sont inscrites aussi dans ce qu'on a intériorisé des représentations de la société et des classes sociales dans cette société. Et donc ce mécanisme-là, il existe toujours, et c'est une grande hypocrisie du libéralisme de penser qu'on serait tous égaux pour pouvoir réussir. Comme disait un grand humoriste sociologue français, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Coluche, il disait, en reprenant une phrase d'Orwell, Oui. On est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Alors, effectivement, la position sociale qui est déterminée donc par la profession et essentiellement le salaire, elle va déterminer quand même énormément de choses parce qu'elle va déterminer le quartier où on habite, elle va déterminer le type d'habitat aussi, l'espace dont on dispose, elle va déterminer l'éducation que l'on va recevoir. Alors, elle va déterminer aussi les réseaux dont on dispose, plus ou moins étendu ce réseau, les lieux de vacances, nos goûts. Donc, finalement, cette position sociale, quand on y regarde de près, elle détermine énormément de choses. Alors, c'est là où je me réfère beaucoup à Pierre Bourdieu, parce qu'il Oui. avait des concepts très utiles pour décrire ce que vous dites là, en parlant de capital social, capital culturel. Il disait, il n'y a pas que le capital économique qui fait les inégalités sociales. Évidemment, le capital économique est très important, mais il y a aussi le capital culturel et le capital social. Alors, le capital social, c'est effectivement, en fonction de votre statut social, par exemple, vous avez des relations, mais vous avez aussi les habitus qui vous font intérioriser la culture légitime et qui va déterminer ceux qui sont bien élevés et ceux qui sont mal élevés. Alors, c'est très intéressant ces notions de bien élevé ou mal élevé. Je ne sais pas si ça existe en roumain de la même façon, c'est-à-dire que ça colle une notion sociale, sociologique. Il y en a qui sont plus élevés que d'autres, il y a des inégalités, et ceux qui sont élevés, c'est ceux qui ont un capital culturel, c'est-à-dire un niveau de diplôme, un capital social, un statut social important et un capital économique plus. Donc, ils sont élevés. Et puis, ceux qui sont les autres, mal élevés, c'est ceux qui n'ont rien comme héritage, ni capital économique, ni capital culturel, ni capital social. Et donc ça fixe des inégalités objectives. Mais en même temps, on parle des gens qui sont bien élevés et des gens qui sont mal élevés. Et quand on parle de cette façon-là, ceux qui sont bien élevés, c'est ceux qui ont intériorisé la bonne façon d'être, la bonne façon de penser, la bonne façon de faire, ce qu'on appelle l'éducation. Et cette culture qui vous donne l'aisance de traverser tous les milieux sociaux, qui vous apprend à bien parler, à parler comme il faut, à vous habiller comme il faut, à être quelqu'un comme il faut. Alors que les mal élevés, c'est ceux qui effectivement n'ont pas, ce que dit Bourdieu, intériorisé les habitudes de la culture légitime, c'est-à-dire les bonnes façons d'être et les bonnes façons de faire pour réussir et pour être bien perçu, pour avoir une bonne image sociale de soi. Et on voit bien là qu'on rentre dans des affaires socio-psychiques, parce que le narcissisme, pour avoir une bonne image de soi, si quand on se regarde dans la glace, on voit quelqu'un qui ne sait pas se tenir, qui est voûté par le poids du travail, mal habillé, les dents pas bien plantées, pas bien comme il faut, la peau ridée par le travail, etc. Donc, les inégalités, ce n'est pas seulement des inégalités objectives, c'est aussi des inégalités subjectives. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la sociologie clinique, c'est-à-dire
la clinique, c'est d'aller voir aussi du côté de l'image sociale qu'on intériorise, qu'on incorpore en fonction du statut social de ses parents, en fonction de sa carrière scolaire, en fonction de sa place dans la société, en fonction de son travail. Et donc, c'est bien ce lien-là entre l'objectif et le subjectif qui est au cœur de la réflexion pour mieux comprendre les inégalités, mais aussi des phénomènes comme l'envie, la honte, la culpabilité liée à sa position sociale. D'accord. Je voulais parler des séminaires que vous animiez, des groupes donc avec des personnes donc, qui souhaitaient participer à ces séminaires et qui racontaient donc leur parcours. Et vous parlez en début de votre ouvrage d'une dame qui s'appelle Danielle, qui est issue d'un milieu modeste et qui, ses parents donc la placent dans une école privée. Et rapidement, il y a ce sentiment donc de ne pas avoir les codes et un sentiment de honte en fait qui l'envahit. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a la naissance d'émotions nouvelles en fait qui sont liées justement à ces confrontations de classe. Alors là, on a abordé les questions d'un point de vue un peu théorique. Oui, Pour pouvoir travailler sur le roman familial et la trajectoire sociale, j'ai oui, inventé avec des collègues ce que nous avons appelé des groupes d'implication et de recherche. Donc, d'accord. c'est des groupes qui sont intermédiaires entre, je dirais, la thérapie, hein, l'implication, le travail sur soi, le travail pour soi, Oui, et la recherche, c'est-à-dire des groupes qui analysent collectivement les processus de domination, les processus de violence symbolique, les processus d'idéalisation, d'identification qu'on peut avoir qui participent à vous produire. Hein. L'individu est le produit d'une histoire, donc à mieux comprendre de quelle histoire je suis le produit. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça, justement, hein, pour échapper à son destin, en quelque sorte, c'est-à-dire au processus de reproduction sociale, hein, qui vous amène à intérioriser votre place et à trouver que c'est normal que vous l'occupiez, etc. Donc, on s'est dit, comment on peut travailler là-dessus? Et donc, on a construit, en fait, des séminaires qu'on a mhm, appelé des groupes d'implication et de recherche. Au départ, c'était sur roman familial et trajectoire sociale, c'est-à-dire pour aider les gens qui voulaient travailler là-dessus, comme thérapeute, comme psychanalyste, comme travailleur social, comme enseignant, comme conseiller d'orientation, etc., avaient pour profession d'accompagner des élèves, par exemple, pour choisir leurs orientations, ou d'accompagner dans le travail social des personnes en difficulté, qui étaient en situation d'échec, des choses comme ça. Et donc, on a proposé, en fait, d'ouvrir ces groupes à des gens très différents qui étaient motivés pour essayer de mieux comprendre leur histoire et qui étaient motivés pour essayer de savoir qu'est-ce que je peux faire de cette histoire. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Danielle, dont je raconte tout le parcours. Alors, elle a absolument. fait 5 groupes d'implication et de recherche, Danielle. Hein, elle a fait roman familial et trajectoire sociale, et puis elle a fait roman amoureux et trajectoire sociale, c'est-à-dire comment les choix amoureux sont aussi surdéterminés par sa trajectoire sociale ou la trajectoire du conjoint, hein, et que si le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas, il ignore rarement la raison sociale de celui ou de celle pour lequel il bat. Hein, c'est-à-dire que hein, les Absolument. sociologues montrent bien on ne se rencontre pas par hasard, et que les affinités électives, elles sont surdéterminées socialement. Elle avait fait aussi émotion et histoire de vie parce que ce qu'on abordait au début de notre entretien est très important. C'est-à-dire que tous ces enjeux-là, on peut les analyser, en prendre conscience avec sa tête, Oui, comme les sociologues le font. oui, Mais ça ne suffit pas pour s'en dégager parce que à partir du moment où on intériorise ses habitus, effectivement, on est aussi déterminé de l'intérieur en quelque sorte. mhm, Et que c'est attaché à des émotions qui sont très profondes. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur la honte en particulier et la honte sociale. Je raconte comment, au fur et à mesure des groupes auxquels participe Daniel, on va petit à petit dénouer ce que j'appelle dénouer des nœuds sociopsychiques et que c'est comme une pelote de laine. C'est-à-dire, mhm, il y a le fil social, il y a le fil plus inconscient oedipien, il y a le fil par rapport à la maladie mentale, il y a le fil par rapport au handicap, il y a le fil par rapport à la réussite scolaire, etc. C'est-à-dire, ce n'est pas des enjeux mécaniques qu'on peut classer mhm, dans des petites cases. mhm. Hein, c'est dans l'histoire, tout ça s'articule, tout ça s'intrique, et c'est cette intrication, ces interconnexions
qui forment les nœuds sociopsychiques. Et donc, un des objectifs de ces séminaires, c'est que chacun est invité à la fois à travailler pour comprendre pour lui les nœuds dans lesquels il est, mais en comprenant les nœuds dans lesquels il aide les autres aussi à comprendre leurs propres nœuds. Et à partir de là, on peut commencer à développer des hypothèses sur ces processus qui sont à l'œuvre, qui nous confrontent à des conflits qui sont, il n'y a pas de honte sans humiliation, il n'y a pas d'envie sans inégalité sociale, il n'y a pas de culpabilité qui est uniquement renvoyée au domaine inconscient sans que ce soit articulé sur des situations sociales dans lesquelles on vous renvoie la responsabilité de vos échecs ou de vos réussites, etc. C'est pour ça que, si vous voulez, je défends une sociopsychologie clinique, si on veut. Oui. Ce n'est pas la sociologie contre la psychologie. Non, pas du Vous tout. voyez bien d'ailleurs dans mes explications que je suis aussi psychologue. C'est l'articulation entre les enjeux psychiques et intrapsychiques et les enjeux sociaux. Alors, merci beaucoup. Dans les séminaires, donc, est-ce que vous faites construire ces émotions? C'est-à-dire, j'ai lu que vous faisiez faire des dessins. Est-ce que vous matérialisez des objets, justement, peut-être, pour matérialiser les émotions? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des jeux de rôle, comme dans le psychodrame de Moreno? Quels sont les outils, en fait, que vous utilisez dans ces sessions? Dans la construction, effectivement, d'un espace pour pouvoir travailler à la fois au plus près de la subjectivité de chacun et en même temps d'objectiver les positions sociales ou autres. On essaye d'utiliser des supports qui permettent d'explorer différentes dimensions. Alors, par exemple, un des supports, c'est l'arbre généalogique. Il se trouve que j'ai eu la chance de côtoyer pendant longtemps Anne Ancelin-Schussenberger et qu'on avait deux façons d'aborder, elle, le génosociogramme et moi, l'arbre généalogique. Et à la fois, ça se ressemblait beaucoup, mais en même temps, c'est très différent sur un point. C'est-à-dire que la représentation imaginaire des relations qu'on pouvait avoir dans la généalogie, c'est très intéressant. Mais nous, on demandait de faire un support avec l'arbre généalogique, mais en essayant d'objectiver les choses, c'est-à-dire par rapport aux parents, au père, à la mère, aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, etc., et de remonter. On demande aux participants de préciser le niveau économique, de préciser le niveau de diplôme, de préciser ce que je disais tout à l'heure, le capital culturel, le capital social, etc., mais aussi le système de valeurs, les choix idéologiques, pour essayer d'objectiver l'histoire familiale à partir d'indicateurs assez précis sur le plan économique, culturel, social, idéologique, des valeurs, etc. Et quand on voit ça sur plusieurs générations, c'est très intéressant parce que du coup, on a l'histoire sociale de la famille, ou plutôt l'inscription sociale de l'histoire familiale, de l'histoire de la famille maternelle, de la famille paternelle. Et c'est là, par exemple, où on voit comment les enjeux sociaux peuvent traverser les relations de couple, quand on n'est pas de même origine sociale, ou quand il y en a un qui pense qu'il est d'une origine sociale supérieure à l'autre, etc. Ça, c'est une façon d'objectiver. De la même façon, on ne leur demande pas de faire un récit de vie, on leur demande de travailler sur leur récit de vie. C'est-à-dire, en particulier, par exemple, en reconstituant leur trajectoire sociale, et là aussi, en mettant en rapport la trajectoire des relations affectives, la trajectoire professionnelle, la trajectoire économique, la trajectoire idéologique. C'est pour ça qu'on a des thématiques différentes dans ces séminaires. Oui. Ça part d'une même matrice, roman familial et trajectoire sociale, puis il y a roman amoureux et trajectoire sociale. Il y a trajectoire sociale et il y a les croyances et les valeurs et la trajectoire idéologique. Il y a la trajectoire professionnelle. Il y a histoire d'argent où on analyse plus les enjeux économiques. C'est-à-dire on a combiné comme ça différents supports. Dans chaque groupe, on travaille plus particulièrement, on approfondit pour ceux qui le souhaitent, une thématique particulière qui peut être l'argent, qui peut être le rapport à l'espace, vous le parliez tout à l'heure, c'est très important, qui peut être le rapport aux valeurs, qui peut être le rapport au choix amoureux, qui peut être le rapport au travail, etc. Donc, c'est des supports qui permettent d'objectiver un peu l'histoire. Et puis, vous avez une dimension plus imaginaire,
Par exemple, je demande aux gens de dessiner leur projet parental, c'est-à-dire qu'est-ce que mes parents voulaient que je devienne. Alors, ils peuvent mettre la mère et le père deux dessins différents ou un même projet, hein, et à partir de là, on les fait travailler sur quels sont les écarts entre le projet parental, qu'est-ce que j'en ai fait. Et c'est très intéressant le dessin plutôt que de raconter, après ils vont raconter, mais parce que le dessin, ça permet d'introduire une dimension de l'imaginaire. Et puis, il y a des outils qui objectivent un peu, qui sont du côté de la sociologie. Il y a des outils sur l'imaginaire qui sont plus du côté de la psychologie, si on veut, et de la psychanalyse. Et puis, il y a les outils du côté des émotions. Alors, j'ai été formé par Max Pagès, qui était un très, très grand ami d'ailleurs d'Anne Ancelin chez Senneberger, et qui avait mis au point ce qu'il a appelé le psychodrame émotionnel. Je le raconte dans l'histoire en héritage, c'est-à-dire qui m'a aidé à approcher une affaire très, très délicate, c'est comment on travaille sur les émotions, hein, et travailler sur le corps et sur les émotions. Et donc, j'ai combiné dans émotion et histoire de vie, par exemple, ces deux approches, c'est-à-dire quand on fait son arbre généalogique, par exemple, on peut avoir des émotions. À ce moment-là, les participants, à un moment donné, parlent de leur grand-mère ou de leur grand-père, et puis ils tombent en pleurs parce que tout d'un coup, il y a quelque chose, hein, qui revient, cette femme dont je vous parlais, qui racontait, hein, que sa grand-mère ne voulait pas qu'elle prenne en photo. Quand elle a raconté ça, elle s'est mise à pleurer. Bon, et cette tristesse et tout, c'était toute l'histoire de ses rapports avec cette grand-mère et avec la pauvreté et avec la difficulté d'en sortir, etc. Donc, on introduit aussi cette dimension émotionnelle, hein, dans les groupes d'implication et de recherche. Ce n'est pas un travail uniquement émotionnel comme on le fait dans certaines thérapies corporelles. C'est simplement avoir cette écoute-là pour favoriser, quand on explore l'histoire, d'essayer de comprendre comment, hein, on a incorporé cette histoire. Parce que les émotions, c'est des horloges de la subjectivité. Et donc, quand quelqu'un manifeste une émotion en racontant son histoire familiale, il découvre quelque chose, que cette histoire est toujours agissante en lui ou en elle. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est exactement la façon de pouvoir mieux comprendre que je disais tout à l'heure sur l'incorporation de l'histoire. C'est-à-dire l'histoire, elle est passée, on ne peut pas la changer. Elle est ce qu'elle est. La seule chose qu'on peut changer, c'est la façon dont cette histoire est agissante en soi. Et donc, les émotions sont des alertes, des horloges, des baromètres. C'est-à-dire, ça permet de mieux comprendre en quoi l'histoire est toujours présente et agissante en moi. Et donc, ça permet d'aider la personne à se dégager, non pas de l'histoire. Au contraire, c'est très, très bien qu'il ait la mémoire de cette histoire, mais de se dégager de la charge affective et de la charge mentale de l'histoire. Et c'est là où on rejoint la psychogénéalogie, parce que tous les secrets de famille sont chargés émotivement, sont chargés affectivement. Et donc, l'objectif n'est pas de dévoiler le secret, hein, comme s'il suffisait de dévoiler le secret pour aller bien. Il faut comprendre pourquoi ce secret est chargé affectivement, pourquoi il est tellement chargé d'histoire, ou plutôt de silence, hein, et pourquoi, à un moment donné, il est souvent relié à une histoire traumatique. Et c'est parce qu'il y a du traumatisme au moment où ça s'est passé qu'effectivement, pour se protéger, hein, de cette violence-là, on s'est dit, on va l'enfouir, comme on enfouit les corps dans la terre pour essayer de se protéger, hein. D'ailleurs, c'est très intéressant cette association-là, hein, parce que quand une maison est hantée, hein, ou l'histoire de fantômes, hein, on est hanté par justement l'histoire qui n'a pas été transmise, hein, sauf dans le secret, le non-dit. Et donc, quand c'est dans le secret, le non-dit, l'héritier, il ne peut rien en faire, hein, et il a comme ce secret enfoui en lui, et il est pris là-dedans sans comprendre par quoi il est pris. C'est ça. Je voulais vous poser une question. Par exemple, dans l'aspect thérapeutique, imaginons un psychodrame, est-ce qu'on pourrait externaliser des instances en fait qui nous dominent ou qui ont dominé des membres de notre famille? Et pour la première fois, est-ce qu'on pourrait s'adresser à eux comme à des entités extérieures à qui on demanderait des comptes en quelque sorte? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Donc, si vous voulez, par rapport
à un travail qui s'adresse à des personnes dans ces groupes d'implication et de recherche, on débouche sur une dimension sociopolitique. Et ça fait du bien aux gens. Alors ça, je voudrais insister là-dessus, c'est que cette sociologie clinique, en fait, elle n'est pas thérapeutique au sens où on ne va pas accompagner, prendre en charge les gens qui ont des souffrances et une pathologie dans un cadre thérapeutique, mais ça, elle va avoir des effets thérapeutiques, c'est-à-dire que les gens comprennent mieux ce qui tient à eux comme personnes, ce qui tient à leur histoire familiale ou au contexte de travail ou à l'école, et ce qui tient à la société. Et donc, ça leur donne une vision plus claire. Merci beaucoup. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler. Encore une fois, je vous remercie énormément. Ça a été un plaisir, ce dialogue avec vous. À très bientôt, j'espère. Et puis, je serai ravi qu'à cette occasion de pouvoir venir en Roumanie pour aller rencontrer les personnes qui s'intéressent à ça. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.